j'avais pas l'impression de faire un truc qui tue. On faisait de la mécanique d'abord, c'était d'abord de la mécanique. Ah oui, c'était de la mécanique. Et moi je trouve cette mécanique magnifique, non pas par rapport à sa finalité, mais la mécanique en tant que mécanique. Ça, Oh, mais on a la travaillé, mécanique très pointue. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent poser un problème. À l'heure actuelle, il n'y a pas que les armes, il y a tout ce qui est pesticide, tout ce qui est insecticide, tout ce qu'on mange qui est on ne sait pas quoi. Moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On en meurt tous. De toute façon, il faut brûler quelque chose. Hein. On meurt tous. C'est comme ça. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, le fait de fabriquer des armes vous a posé problème? Aucun. Oui, aucun. Pourquoi? Ça a toujours existé, ça existe encore. Et ça existera encore un moment. Ça se modernise, mais pourquoi? Je m'en suis servi. Alors, il faut bien que... J'y étais là-bas de l'autre côté. Hein. Il fallait que je la porte. On ne m'a pas demandé mon avis pour y aller. J'ai fait 24 mois. Alors. Où ça? En Algérie. Et on ne m'a pas demandé mon avis pour y aller. On a dit, il faut partir. Et même de suite. On m'a même amené au train rapidement pour venir en permission pour partir en Algérie. Alors donc. Et j'y suis resté 24 mois. T'étais où? Dans les Aurès. L'endroit où il était le plus chaud. Et là, c'est comme ailleurs. Quand j'y suis allé et que j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit, c'est pas la peine d'insister, on n'en sortira jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tel que ça se produisait, on peut pas... où on échappe à la mort, c'est sûr. On pourrait revenir mort, c'était vrai. Mais de la façon dont ça se passait, moi je ne pouvais pas dire qu'on en sortirait vainqueur. C'était pas vrai. On était bien obligé de le faire. Mais ça c'est sûr, parce que quand vous passez sur un terrain, que vous avez ratissé, que vous avez nettoyé, que vous savez on dit qu'il n'y a plus personne, et que vous les voyez ressortir derrière vous, mais moi, ils étaient chez eux, hein. On ne peut pas les chasser, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on n'achetait plus d'armement, s'il n'y avait plus de fric qui était consacré à la défense pour l'armement traditionnel, pour les équipements, bon, d'accord, il y a une logique. C'est vrai que fabriquer des armes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus noble. C'est noble dans la précision, dans l'intérêt du travail. Mais bon, franchement, c'est pas un deuil pour moi. Donc, moi j'ai relativement bien vécu cette période parce que j'ai été militant très actif pendant très longtemps. Bon, j'ai quitté pour des accords avec ma direction syndicale, mais il n'empêche que c'est pas une surprise pour moi. Ça, je pensais même que 2 ans plus tôt, j'en avais parlé à ma femme, je lui ai dit, tu sais, en 2000, à mon avis, ça sera la limite. Bon, on est en 2003, hein. Ça veut dire que tout ce qu'on peut gagner, il faut le gagner. Bon, là, c'est vrai que c'est un mouvement qui est assez exceptionnel. Ce qu'on pourra gagner avec ce mouvement, même si c'était que du social dans le plan, ben ça c'est important, tout ce qu'on peut gagner est important. On a été pour aller vers des reconversions sans abandonner bien entendu l'industrialisation des matériels militaires. Des matériels militaires, on a toujours dit, nous, l'armée française existe, il faut qu'elle soit équipée, l'armée française, qu'elle soit terre, air ou mer, équipée par du matériel réalisé dans nos industries d'armement. C'est notre indépendance forte. Nous avons des qualifications et les matériels, qu'ils soient marine, terre ou autres, étaient reconnus par tous, et tous les états-majors de l'armée, des armées disaient, là, on sait que le matériel, lorsqu'il arrive dans nos armées, il vient de nos établissements industriels, on est tranquille, on est tout à fait tranquille. Donc on avait ces capacités-là, il fallait les garder. Mais à côté de ça, on a toujours dit, on ne veut pas être des marchands de canons. Et ça, dans nos établissements, on a défendu toujours cette thèse en disant, voilà, qui
si nous, on ne fait pas les armements pour notre défense nationale, on sait que des marchands de canons vont le faire. Et on en achètera, parce qu'on ne se passera pas de défense nationale. Mais, à côté de ça, on la maîtrise, on a notre indépendance totale, et à côté de ça, aller vendre en Arabie Saoudite et le reste, c'est pas notre tasse de thé. Et donc, dans nos établissements, les adhésions au mouvement de la paix, eh bien, étaient les plus fortes. C'est bizarre, et ça, notamment sur le syndicat CGT. Et jamais il y a eu la volonté au ministère de la Défense de sauver ces établissements-là. Et donc il fallait, parce que avec l'armement, il y a peut-être après, on ne va pas le comparer, mais l'armement, la drogue, je dirais, il n'y a rien qui rapporte autant. La preuve en est, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en France? On est encore pratiquement le troisième fournisseur, on se dispute ces places-là d'armement dans le monde. Donc on fait toujours de l'armement, mais plus qu'avant. Et on en vend à tout le monde, et on en vend à n'importe qui. C'est pas un problème. On voit bien aujourd'hui à qui on en a vendu. Bon, voilà, et on équipe des pays qui sont toujours en guerre. Mais c'était pas ce qu'on voulait. Et on a perdu. Alors on a perdu tout ça. Et donc il fallait aussi passer cette manne financière énorme au secteur privé. Et voilà, c'est lui qui l'a entre les mains. Et du coup, aussi faire perdre le statut à des gens qui, effectivement, par rapport à ce qu'est aujourd'hui la précarité, ils n'étaient pas dans la même situation. Non. Souvent j'ai pensé, par la suite, j'y ai pensé, mais j'ai eu pas plus d'état d'âme que ceux qui paient les impôts. Il y a une partie des impôts qui vont à la fabrication d'armements, que ce soit les armes vraiment palpables, c'est-à-dire qu'on voit un fusil, on voit un canon, on voit un char. Il y en a d'autres qui moins visibles, mais par exemple, c'est l'hypérite, ou enfin les bombes lacrymo, etc. Et il y en a qui le font, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, enfin, qui gagnent beaucoup de sous, parce qu'ils sont actionnaires dans les boîtes. Ma contribution à la paix, d'ailleurs, ça a été de ne pas travailler très très vite. Comme ça, le fusil était un petit peu en retard. C'était ça. J'ai assumé une fainéantise. Mais il y avait toujours quelqu'un qui inventait un truc d'extraordinaire. Ça a été, par contre, la Manu, la source d'invention géniale. Oui. Génial. Et tout le monde n'avait pas le statut d'ingénieur, mais beaucoup en avaient les capacités, en tout cas. C'était des types... La râpe à farci dur qui était... Qui est une arme de destruction. Non, quand on fabrique des armes, on ne peut pas fabriquer des armes et être antimilitariste non plus. Bon. Ça peut le faire, mais bon. Enfin bon, on ne fabriquait pas que des armes. On a travaillé pour les sous-marins, on a travaillé pour les avions. Bon, c'est pas vraiment... On ne faisait pas que... C'est l'armement, oui. C'est l'armement quand même. C'est l'armement quand même, mais bon, ça nous changeait quoi, de voir les canons. Mais on rentre là-dedans, on ne pensait pas à armement Non. quand on passait l'examen. Donc c'est après que quand on arrive dans l'atelier, faut fabriquer ça. Et encore moi j'ai eu de la chance. Je faisais des prototypes ou de la pièce unitaire, donc on ne voyait pas d'armes. Non, c'est que vraiment quand on arrive au montage qu'on voit les armes. Sinon, dans les ateliers, on va dire satellites, on voit quasiment pas les armes. Quand j'ai fait l'armée, un jour on avait une instruction sur les armes, puis ils savaient d'où je venais, les gens. Et on dit, on a un personnel de la Manu, il va nous démonter 1m49. Mais jamais vu, moi. On dit, non, je connais pas, je sais pas. Donc l'armement, on en voyait très peu, nous, finalement. Non. On voyait que certaines pièces. On voyait des pièces, mais donc à l'époque, on fabriquait, on faisait notre pièce, et puis l'arme, on la voyait pas, quoi. Et l'atelier la CAP, c'était au bout de l'appareillage et
l'appareillage de précision. Oui, c'était des appareils de contrôle, des trucs comme ça. Non, Puis, on finissait à la fin, on faisait de l'outillage, on faisait plein de choses. Quoi. C'était varié quand même. C'était pas toujours le même. La canonnerie, vous voyez des tubes de canon, Voilà. on voit ce que C'était, c'est, mais nous, une petite pièce, on ne sait pas ce que c'est. Oui, mais même quand Ça on va. était à la canonnerie, on voyait que des tubes. Oui, mais On bon, voyait tu sais pas ce le que c'est un système, tube. le système d'armes. Voilà, on savait que Le tube, tu sais, le tube de Après, canon, hormis d'aller sur la gaine de tir pour voir comment le tube pouvait réagir quand il y avait une cadence, mais c'était tout. Nous, on avait une gamme de travail, on respectait notre gamme de travail, et puis notre travail s'arrêtait là. C'était ça, en gros, le travail. Parce qu'après, effectivement, il y avait sur la chaîne de montage où on pouvait voir peut-être l'arme un peu plus finie, ouais. le système d'arme un peu plus fini, mais après... Ah oui, mais nous, on ne se promenait pas, donc tu restais Non. dans ton atelier. voilà, c'est ça, on restait dans l'atelier. Quand tu étais aux machines, tu ne bougeais pas de ta machine, pratiquement. Ouais. C'est ça. Les visites, c'était vraiment exceptionnel. C'est quelque chose qui m'a interpellé, mais pas au début. Pas au début, parce que comme j'étais dans le service de maintenance, donc maintenance des moyens de production, au départ, bon, puis voilà, j'avais 20 ans, quoi, 21 ans. Progressivement, c'est quelque chose qui est apparu effectivement par le fait que je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Et je me suis dit, effectivement, on fait des armes, bon, mais ces armes, c'est pas des jouets, quoi, elles servent. Alors après, comment enfin voilà, on peut pas faire autrement, ou alors on s'en va. Voilà, si vraiment, comme les objecteurs de conscience, je veux dire, hein, si c'est quelque chose qui nous perturbe énormément, je ne pense pas qu'on puisse rester dans cet environnement. Donc je veux dire par là que ça, intellectuellement, ça me dérangeait, ça ne m'a jamais, très honnêtement, ça ne m'a jamais perturbé psychologiquement, ou voilà, j'ai pas eu ce problème-là. Et j'avoue aussi que j'y ai peut-être plus pensé à ça quand j'en ai été sorti. C'est paradoxal, hein? Alors, peut-être aussi parce que j'ai une épouse qui de temps en temps me disait « ça ne te dérange pas de faire des armes ?» Donc des armes, je ne les faisais pas, mais j'y contribuais bien évidemment. Ça m'en a pas posé au départ, mais bien sûr intellectuellement après, oui, je pense, oui, sûrement quand tu es en âge d'avoir une réflexion par rapport à ça, bien sûr. Surtout, je pense, notre génération, enfin, où quelque part on est plus, voilà, enfin, je veux dire, on chante pas la Marseillaise. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, ça veut dire quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, bon. Oui, bien sûr que ça posait problème, oui. Parce qu'on a beau se dire que c'est pour la défense du territoire, voilà. Oui, ça c'est le côté, pas pour se donner bonne conscience, mais un peu quand même, un petit peu quand même, oui. Oui. Peut-être que d'ailleurs c'est pour ça aussi que finalement, moi partir m'a pas autant posé problème que ça. Mais je ne renie rien, et ça, je ne veux pas qu'on dise ça, parce que oui, non, si on est ce qu'on est, c'est parce que quelque part, on est passé par là. Et on est une famille. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que, alors dans notre microcosme corésien, on trouve toujours des gens qui sont passés à la main nue, quoi.
J'étais dans une situation un peu paradoxale là, parce que mon métier donc me plaisait par son autonomie, par son sans arrêt une remise en question permanente, hein, parce qu'il fallait, il y avait, c'est pareil, hein, c'était le début de la robotisation, c'était le début. Moi je me souviens à s'être planché sur les premiers à l'époque, hein, en 78, oui. On avait planché sur les premiers robots des mineurs. C'est ça, c'est incroyable, hein. Ah, ouais. Et donc, voilà. Et donc, mon métier était voilà, quelque chose qui m'amenait, comment dire, qui m'amenait une forme de plénitude voilà, dans une technologie. Et en même temps, ça ne faisait que exorciser mon antimilitarisme, quoi. Donc j'étais mal parce que je servais, mon métier servait à, voilà, à être de plus en plus performant au niveau de l'armement, quoi. Peut-être une anecdote qui fait qu'on se pose des questions. Quand nous étions à Toulouse, donc nous avions le mercredi après-midi de libre une fois tous les 15 jours. Et nous sortions en ville. Et nous avons été arrêtés avec une copine par une jeune fille qui faisait une pétition pour le désarmement. Et là, oui, mais ce jour-là, je n'ai pas participé à la pétition. Je me suis dit, non. Et c'est compliqué, parce qu'en fait, j'ai choisi de venir travailler dans cette entreprise pour la qualité de la formation, pour l'emploi qui était là quand même, malgré tout. Donc après, voilà, on y fabrique de l'armement, c'est pour notre pays, c'est pour nous, donc, pour nos enfants. Aujourd'hui, on en fabrique moins, on l'achète ailleurs. Donc, on fait travailler d'autres familles ailleurs. Voilà. Ça aurait été bien de continuer quand même en France et dans des villes comme Tulle, qui n'ont pas forcément un potentiel pour se développer sur d'autres choses. Ça a toujours été une ville, au départ, ouvrière, voilà. Maintenant, ça l'est plus. Donc, non, j'ai pas d'a priori. Effectivement, c'est des contradictions à gérer, qu'il faut, surtout quand on est plus jeune. On les a gérées, quoi. Mais quelque part, c'est vrai que j'ai essayé d'aller voir un petit peu ailleurs, le fait de partir en formation au lycée Cabanis, d'essayer... j'ai essayé de passer d'autres concours, j'ai essayé de faire d'autres choses, ça n'a pas marché. Mais à l'intérieur, j'ai géré un peu ces contradictions en travaillant autour de la formation. C'est vrai que c'était plus en direct, hein, puisque je formais effectivement des gens, donc je participais à l'industrie d'armement aussi. Mais très rapidement, la formation, elle est partie aussi sur le tissu local, sur des demandeurs d'emploi, sur des jeunes apprentis qui allaient sur des métiers différents. Donc, disons que ça me donnait bonne conscience, quoi. Voilà. Actuellement, l'armée française est en train de changer de fusil d'assaut. Le FAMAS, je ne discute pas, j'en sais rien. S'il est périmé ou s'il je ne sais pas. Mais c'est la première fois, quand même, depuis des siècles, qu'il ne sera pas fabriqué en France. C'est quand même, je crois, c'est les Italiens qui me semblent, je crois, ont eu l'essentiel des commandes, enfin peu importe, mais il n'y a pas eu la capacité de le fabriquer en France. Alors bon, fabriquer des armes, mais enfin c'est quand même, je crois, significatif, ça, de quelque chose. Voilà un établissement qui dépendait de l'État, qui était un établissement d'État, ce qui est un statut, et encore c'est différent des entreprises nationalisées, qui auraient pu être nationalisées. Il y avait un contenu juridique, etc., qui était vraiment important. Et
Et c'était en quelque sorte original. Et c'était quand même quelque chose qui était effectivement avec un contenu politique qui était finalement avoir les moyens de son indépendance ou les moyens de sa défense. Et pourquoi c'était venu à Tulle, sans doute, et ça s'est développé à Tulle, comme ça s'est développé à Tarbes, etc. Parce qu'il fallait être loin du front de l'Est, la frontière de l'Est, qui à l'époque était une frontière dangereuse, quoi. Enfin, bon, je ne sais pas si elle l'est encore, mais enfin, on n'est plus dans ce climat-là, bien entendu. Mais il y avait aussi l'idée est-ce qu'on pourrait diversifier? Est-ce qu'on pourrait dépasser le stade de la fabrication d'armement? Techniquement, humainement, et même peut-être avec les moyens, la logistique qu'il y avait, ça devait être possible. Parce qu'un tour, une fraiseuse ou des engins un peu plus perfectionnés, ça peut faire aussi bien des canons que des échos, des vis, ou je sais pas quoi, enfin, je dis n'importe quoi. Donc voilà. Donc, alors là, ça c'était un problème, à mon avis, un peu compliqué. Parce que moi je l'ai vécu comme ça, y compris dans mon propre organisme politique. C'était pas accepté qu'on dise il faudrait la diversification. Et c'était pas accepté souvent par des syndicats. Je pense que peut-être dans ce domaine-là, je parle avec prudence parce que vous n'avez pas quand même n'importe quoi, mais je pense que la CGT était particulièrement hostile à cela. Le PC aussi, c'était clair. Et voilà, alors, il y a toujours eu une espèce de frein, mais bon, du côté de l'état-major français, c'était pas tellement non plus faire autre chose que des armes, c'était voilà, parce qu'ils sentaient qu'ils allaient perdre, s'ils n'avaient plus d'armes, ils n'avaient plus de raison, eux, de regarder ce qui se passait, quoi. Et quand on parlait d'ailleurs de diversification à la Manu, moi j'ai souvenir de ça, ça m'a marqué souvent. Les directeurs ou les cadres, enfin les principaux trucs qu'on pouvait rencontrer, c'était de dire bon, mais ça on en fait, parce on travaille sur l'axe du moteur d'aviation. Mais c'était une diversification. Celle-là, on pouvait la concerter de l'aviation civile. Après, ça aurait pu. Il y avait peut-être des moteurs qui allaient, je ne sais pas, sur autre chose. Mais c'était diversification quand on ne faisait plus de l'arme nécessaire à l'armée de terre, l'armement terrestre. Voilà. Alors, c'était évidemment un peu limité, quoi. Il aurait fallu sans doute sortir peut-être de ces problèmes d'armes. Enfin, bon. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu une interrogation comme ça, un peu morale, quoi. Mais bon, que dire? Alors, souvent quand on a discuté, ben oui, mais si nous on ne le fait pas, d'autres le feront. Ce qui était vrai d'ailleurs. Ils se seraient fabriqués des armes, quoi. Voilà. Mais ça servait aussi un peu souvent on disait aussi que justement, quoi, ça serait bien de passer à des fabrications civiles. Pour échapper d'une part au marché particulier qui était le marché de l'armement, on passe ça dans tous les coins de rue, et pour échapper au poids qu'il y avait là-dessus, quoi. Voilà. Et on propose le poste de directeur de projet. Donc directeur de projet, à l'époque c'était responsable finalement, j'étais responsable du char Leclerc pour l'armée de terre française. Donc ça c'est 1989. Donc arrive ensuite en 1993 le contrat Leclerc pour les Émirats, plus de 400 chars et chars de dépannage. Et donc, finalement, l'entreprise Giat Industrie, qui était un Giat Industrie, se focalise réellement sur ce char Leclerc Exportation. Et donc, moi, je continue à m'occuper du char Leclerc pour l'armée de terre française. Et donc, j'ai eu là aussi beaucoup de liberté dans mes relations avec les militaires ou avec les organes de programme qui était celle de la Direction Générale pour l'Armement. Et pour avoir notre propre défense et pour qu'on puisse se payer les chars, les avions, les bateaux, les sous-marins et autres, eh bien mon Dieu, pour réduire les coûts, il faut exporter. Et ça,
c'est une des règles de base, hein. Plus on produit, moins c'est cher. Et alors ces jours-ci, quand vous entendez que les chars Leclerc sont en train d'écraser le Yémen et la population civile du Yémen? Ce sont les chars des Émirats, voilà. Mais c'est vrai qu'on intervient au Yémen, hein. Enfin c'est vrai qu'on intervient. Pas nous, les Émirats. Quand on voit un pays, mon Dieu, c'est... voilà, hein. Il a le matériel, il l'a payé, il lui appartient. C'est à lui de décider souverainement de l'endroit où il l'utilise. C'est pas la France, hein, qui intervient au Yémen, hein. Ce sont les Émirats. Et les Émirats, ils sont équipés du char Leclerc. Il y a aussi les Saoudiens qui interviennent, et les Saoudiens sont équipés de chars M1 américains. Ben, ce n'est pas les Américains qui interviennent non plus, hein. Voilà. Je rappelle quand même la parole de Clémenceau en 1918, hein, quand Wilson a voulu faire la Société des Nations et a demandé instamment à la France de ne pas trop exiger de compensation à l'Allemagne. Je cite de mémoire, hein, Clémenceau lui a dit, écoutez, si on ne leur met pas la tête sous l'eau, si on ne les noie pas, dans 20 ans, ils vont revenir et c'est nous qui serons massacrés. Voilà, pour faire simple. 1918, 1938, 20 ans après. C'est tout, hein? Voilà, donc moi, là, de ce point de vue-là, je ne me prends pas pour Clémenceau, loin de là, mais bon, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. C'est les Latins qui le disaient déjà, hein. Voilà. Honnêtement, au début, je ne me suis pas posé tellement la question, mais quand je vois l'évolution au niveau actuel, si on peut en parler, j'arrive mieux à comprendre qu'on puisse encore fabriquer certaines armes. On se rend compte qu'il faut quand même une certaine dissuasion au niveau des autres pays. Moi, c'est ma sensation. Et on voit bien que, comment dire, là, dans la nouvelle loi de programmation et tout militaire, apparemment, ils vont investir. Pour dire qu'il faut faire des armes, je suis pacifique, donc je préférerais. Mais on se rend compte que dans le temps, il faut quand même avoir une certaine protection au niveau de notre pays, être dissuasif au moins, je pense. Mais après, bon. C'est le dilemme toujours. Parce que c'est pareil à l'époque, quand moi je suis rentré à la Manu, honnêtement je ne me suis pas posé la question, parce que c'était la Manu, bon c'était à l'époque, M. Marton en parlerait peut-être mieux que moi, c'était peut-être 30 apprentis qui rentraient chaque année. Entre 20 et 25. Ouais, 20-25, mais il en partait quelques-uns qui étaient formés pour la marque. Oui. Et moi je vois par exemple en 77, je pense qu'on a dû rentrer en recrutement latéral comme moi, je pense qu'il a dû rentrer autant de personnes. Donc ça veut dire que sur le bassin de Tulle, cette année-là, c'est minimum 50 personnes qui sont rentrées. Donc moi je ne me posais pas la question à cette époque-là. Bon, maintenant il y a eu un cheminement qui s'est fait, peut-être que je me la poserai un peu plus, mais bon. Moi, j'ai jamais été vraiment réfractaire à fabriquer de l'armement. Ceci dit, j'en ai jamais tiré aucune fierté. Et ça, je crois que j'ai toujours été clair, effectivement. Si on avait été amené à faire autre chose, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Oui, ça me dérangeait, bien sûr. Et j'ai travaillé en gaine de tir, en plus. Ah oui? Ouais, beaucoup. Et oui, quand j'étais aux mesures électroniques. Mais bon, fallait faire quelque chose, hein. Pour le mettre là. Ça me gênait, oui, ça me gênait. Alors, ce qui m'a gêné le plus, c'est que lorsque je suis sorti de l'école, je suis allé au service études à la Manu, électronique, j'avais un chef de service qui était passionné de mines et de lance-flammes en pleine guerre du Vietnam. Quand on voyait les gens sortir des maisons avec le feu dans le dos, mais passionné de ça, ce mec-là. Et à qui que j'en parle, même à dans ces ingénieurs de la Manu, on me dit non, c'était pas un fou. Ça m'a beaucoup gêné. C'était mon premier contact avec la Manu. Hein. Je n'avais pas encore pris le boulot, le chef de service me reçoit, il me parle de tout ça. Passionné de mines et de lance-flammes. Ça fait réfléchir. Ouais. Voilà. S'il est une musique au monde.
bien d'heureux silence. Mais tant qu'existeront les tyrannes, même si en toi tu le regrettes, tu devras nourrir tes enfants en fabriquant des mitraillettes. Relettrons-nous un jour une noire, la paix d'un monde enfin sans crime, où le travail et le savoir serviront nos espoirs intimes.